Lemaire, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, Didier Lemaire, j'ai choisi un auteur que vous appréciez, que vous citez dans cette lettre d'un hussard de la République. C'est Robert Musil, l'auteur de L'homme sans qualité, un roman malheureusement inachevé. Vous allez me dire ce qu'évoque cette citation. Les plus grandes vilainies d'aujourd'hui ne proviennent pas de ce qu'on les fait, mais de ce qu'on les laisse faire. Elles se développent dans le vide. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase ? Oui, elle se développe. La montée du nazisme s'est développée dans une sorte de somnambulisme généralisé des démocrates et des républicains en Europe. Et aujourd'hui, on peut dire que l'on assiste aussi, à travers la montée de ce nouveau totalitarisme qu'est l'islamisme, à une lâcheté, une vilainie, effectivement, généralisée, qui est d'abord évidemment celle des politiques, qui ne prennent aucune mesure pour freiner, malgré tous les lanceurs d'alerte, depuis les années 2000, en tout cas 2002, les territoires perdus de la République, le rapport de Jean-Pierre Robin, qui expliquait d'ailleurs ce qui allait conduire notre pays à un désastre, déjà en 2004, moi-même. Donc il y a la responsabilité des politiques, mais au-delà, il y a la responsabilité de chaque citoyen, je crois, qui est importante, et notamment celle des enseignants, dont on parle finalement peu dans cette affaire, dans l'affaire de Samuel Paty notamment, qui par de petites lâchetés aussi, ça commence par de petites lâchetés, de petits renoncements. On renonce à enseigner les choses qui fâchent, par exemple. Eh bien, c'est comme ça que la liberté de penser recule et que l'État qui nous protège et qui préserve ces libertés aussi recule. Alors, Didier Lemaire, vous êtes professeur, vous enseignez la philosophie, le cinéma également, et puis vous êtes l'auteur donc, de cette lettre d'un hussard de la République. On va évoquer de nombreux sujets avec vous. En effet, bien sûr, Samuel Paty, cette mort atroce, cet assassinat terroriste ignoble, mais aussi comment tout cela a commencé. Donc, votre expérience en tant qu'enseignant, cette montée du totalitarisme musulman, en quelque sorte, dans les écoles, cette difficulté à enseigner, effectivement, l'abandon des politiques, enfin, beaucoup de sujets à venir. En attendant, je voulais donc remercier à nouveau ceux qui nous écoutent et puis remercier Terre de France, qui est l'entreprise qui nous soutient pour cette vidéo et qui est une société donc, d'artisanat français. Ce sont des produits entièrement fabriqués sur le territoire français, donc par des petites entreprises. Et cette entreprise, elle reverse 100% de ses bénéfices. C'est pour ça qu'on est très heureux de travailler avec eux, à des agriculteurs en difficulté, à des familles de militaires et aussi à des écoles rurales. Donc voilà, vous pouvez retrouver leurs produits sur terredefrance.fr. Merci à eux. Alors, vous ouvrez votre livre sur la mort d'Alain Lambert en 2005. Et nous sommes aujourd'hui la date anniversaire de la mort notre victime des émeutes de 2005, pour ceux qui s'en souviennent. Et pourtant, ce n'était pas lié aux émeutes, mais c'était une mort atroce qui avait un parallèle étonnant. C'était Jean-Claude Urvoas qui avait été massacré par plusieurs délinquants, assassins, devant sa fille et son épouse à Épinay-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux morts, peut-être, qui sont... Je vais vous parler de celle dont j'ai été le témoin direct. Et c'est en effet le début de mon livre pour donner l'ambiance du lycée à Trappes. Nous sommes en 2005. Des écoles à Trappes sont attaquées. Un parking d'autocars brûle. Une cinquantaine d'autocars sont détruits. Le lycée, à ce moment-là, n'est pas protégé, il n'y a pas de barrière. Et la nuit, plusieurs personnes attaquent les voitures qui se trouvent garées sous les fenêtres de notre responsable technique, Alain Lambert, et qui descend, qui est réveillé, qui descend et qui va mourir parce qu'il va respirer ces fumées toxiques. Et au petit matin, donc j'arrive au lycée
Je sens une odeur un peu particulière, mais je ne vois pas, cette voiture. Et mon chef d'établissement me prévient, entre dans ma classe le matin et me prévient que notre collègue est mort dans la nuit. Et à ce moment-là, je découvre finalement que une forme de déni ou de dénégation du réel, puisque voilà, c'est une annonce qui est faite, mais qui n'est suivie d'aucun acte, pas même un acte symbolique. Je décide aussitôt d'arrêter mon cours et je vais m'apercevoir que je suis le seul enseignant avec une collègue de lettres à cesser de faire cours. Et c'est comme si rien n'avait eu lieu. Alors que le rectorat, d'ailleurs, porte une responsabilité en n'ayant pas protégé cet agent, puisqu'il avait été prévu simplement une ronde de 15 minutes chaque nuit par un maître chien. C'est comme si cette mort n'avait pas lieu, c'est comme si cet événement n'avait pas lieu, c'est comme si personne n'en était responsable, comme si c'était une sorte de tragédie ou de fatalité ou de fait divers, que sais-je. Et je découvre finalement le peu d'engagement citoyen de mes collègues. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais ce que je vais découvrir et qui va me faire plaisir aussi, c'est chez les jeunes dont je m'occupe, c'est au contraire cette conscience eux-mêmes de leur responsabilité. C'est tout le sens de mon métier, hein, c'est de transmettre, de me transmettre et de transmettre le patrimoine culturel qui m'a été légué. Mais aussi ces valeurs qui sont les valeurs de l'humanisme. Voilà. Et je découvre à cette occasion que quelque chose est fêlé dans notre société pour qu'une telle indifférence soit possible. Donc mon livre commence par ce chapitre, et la suite ne sera pas... je reviens en arrière sur le début de ma carrière, mais j'ai voulu commencer par ce chapitre pour que le lecteur comprenne tout de suite finalement la situation, d'autant que 2005, c'est les prémices déjà de ce qui va se passer plus tard, puisque notamment en 2005, une journaliste néerlandaise vient faire un reportage à Trappes, elle interroge un jeune qui est devant les autocars, et elle reviendra en 2000... c'est la même journaliste. C'est la même journaliste qui reviendra en 2018, filmer le même garçon quelques années plus tard. Donc ce garçon qui tenait un discours de gauche, et on a besoin d'argent, on ne peut pas laisser cette jeunesse comme ça errer, est devenu un cadre salafiste qui envoie des jeunes en Arabie Saoudite, une quarantaine de jeunes tous les 2 mois, qui fait son petit business ainsi. Et c'est à l'occasion de ce second reportage, justement, de cette journaliste néerlandaise, que vous apprenez que vous êtes gravement menacé. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre avec cette phrase d'une des personnes, ou alors c'est peut-être moi qui ai mal interprété, mais si Didier Lemaire ne cesse pas de parler de l'islam et de Trappes, il sera le 2e Samuel Paty. Vous avez peur aujourd'hui, justement, et est-ce que c'était bien cela? Parce que là, pour moi, c'était une responsable associative de Trappes qui avait dit cette phrase, cette menace, qui avait formulé cette menace à une journaliste, peut-être, ai-je mal compris, peut-être que c'était à quelqu'un d'autre. Alors, pour être exact, cette journaliste va faire un 3e reportage. C'est un 3e. Et lors de ce 3e reportage, qui a lieu en décembre et janvier, décembre donc 2020 et janvier 2021, voilà, elle va apprendre de la part d'une présidente d'une association dont j'ai fait moi-même partie, donc avec qui j'ai eu des relations tout à fait cordiales. Hein. C'est d'ailleurs une ancienne parent d'élève. C'est quelqu'un qui connaît très bien la ville, et il faut aussi que je corrige ce 2e point. Il ne s'agit pas de menace de sa part, il s'agit d'un avertissement, parce qu'elle connaît très bien Trappes et qu'elle a compris que ma vie était en danger, et donc elle prévient la journaliste à ce moment-là, qui d'ailleurs préviendra la police. Et c'est très angoissant, enfin, j'imagine. Comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je me mette en retrait? Alors, chronologiquement, en fait, je suis déjà protégé par la police. C'est-à-dire que après l'assassinat de Samuel Paty, je publie une lettre dans l'Obs, une lettre aux enseignants,
Et je préviens, car je connais quand même le contexte de Trappes, et une collègue me dit d'ailleurs que au départ, je ne pense pas à ma sécurité. Elle me dit, tu vas te mettre vraiment en danger. Je lui dis, ok, j'assume. Donc je préviens mon proviseur, je préviens le commissariat de Trappes que cette lettre existe, et je suis déjà, dès le mois de novembre, à ma rentrée scolaire, je suis protégé par la police. J'ai 4 policiers qui m'accompagnent de mon domicile au lycée. Donc mes entrées et mes sorties de lycée sont protégées. Alors, Et systématiquement avec 4 policiers ou 4 alors policiers qui se relaient pour ça, assurer il votre y a sécurité? des petites variantes. Il y a des jours où le lycée est même encerclé de policiers en armes, lourdement armés. Il y a des jours où il n'y a personne de visible, en tout cas. Il y a eu des jours où je n'ai pas eu de protection du tout, ou en tout cas, elle n'était pas visible au mois de décembre. Moi, dès novembre, j'intègre l'idée que je vais mettre quelques jours parce que je ne vis pas dans la peur, et mais j'intègre l'idée que oui, je peux être tué, que je le comprends. Cela dit, j'ai fait un choix, c'est le choix de parler, et donc il n'est pas question de renoncer à ce moment-là. Donc je l'assume parfaitement. La situation va se tendre encore au mois de décembre, enfin au mois de janvier, plus précisément, parce que moi je ne vais être informé de cette parole qu'au mois de janvier. Et je dois dire que de janvier à février, il y a une période pour moi qui est particulièrement difficile, où je dois être très vigilant, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de protection en dehors de ces moments lors desquels je vais au lycée. Et j'aurai finalement une protection rapprochée à partir du mois de février, qui est décidée par Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et vous ne pouvez plus enseigner depuis février 2021. Ça doit vous manquer terriblement. Comment vous avez ressenti cette impossibilité d'aller continuer à justement transmettre votre humanisme à des adolescents? Moi, je veux pas. Ma petite personne, je pense que c'est pas très important. C'est un recul pour la République avant tout. C'est-à-dire que finalement, que la République soit obligée d'exfiltrer des enseignants, et je ne suis pas le seul, hein. D'autres enseignants ont été menacés de mort et sont menacés de mort, j'en apprends tous les jours. Et cela, on ne parle pas d'eux, parce qu'évidemment que le ministère ne communique pas sur ces cas-là. Mais il faut savoir que dans la région parisienne, mais aussi dans des petites villes de province, à Cognac, à Nîmes, à Pau, des enseignants ont été menacés de mort par des parents d'élèves ou par des élèves. Et ceux-là sont exfiltrés. Alors on les place ailleurs. On essaye de ne pas publiciser leur cas de façon à ce qu'ils puissent continuer d'enseigner. Moi, j'ai choisi d'être jusqu'au bout un lanceur d'alerte. J'avais commencé dès 2018. Donc j'avais fait ce choix parce qu'il me semble que d'abord je devais le faire pour mes élèves, pour les protéger. Je l'ai fait d'abord en tant qu'enseignant, pour protéger mes élèves d'un milieu qui les idéologise et qui rend impossible l'enseignement. Et dans un second temps, en tant que citoyen, parce que notre pays est menacé par cette offensive islamiste. Vous rappelez quelque chose qui ne m'avait pas autant frappé, parce que vous mettez vraiment la parole de l'assassin de Samuel Paty et celle du président de la République l'une face à l'autre. Alors je me permets de citer ces 2 phrases. Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mahomet. Donc ça, c'est bien entendu le terroriste qui a décapité Samuel Paty. La réponse de Macron, ils ne passeront pas, nous ferons bloc, ils ne passeront pas. Et vous écrivez que ça n'est pas à la hauteur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti justement en entendant cette réponse politique clairement inadaptée? Oui, déjà, on va pas analyser la référence historique qui est quand même assez catastrophique, mais dire cela, c'est une dénégation du réel, puisque, je veux dire, un enseignant vient d'être assassiné, et il faut en prendre acte. Et le président de la République ne prend pas acte, alors que le tueur, je préfère utiliser le terme de tueur plutôt que de terroriste, car on est au-delà du terrorisme ici. Le tueur s'adresse à lui
et fait une véritable déclaration de guerre. Donc à cette déclaration, il ne répond rien finalement sur le fond. Et d'ailleurs, rien n'a changé depuis cet assassinat. Et strictement rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a droit à des paroles, à de l'émotion, mais dans les faits, rien n'a changé. Concernant Samuel Paty, c'est d'autant plus scandaleux qu'il conviendrait de s'interroger sur la part de responsabilité de l'éducation nationale dans cet assassinat. Le livre de David Inota analyse le document officiel, le rapport officiel de l'éducation nationale, et montre les incohérences. On ne peut pas dire que d'un côté que le professeur Paty a été soutenu, alors que de l'autre, on lui fait des griefs, qu'on ne lui accorde aucune protection policière. Et finalement, c'est ce qui va le conduire à sa perte. Il va être totalement isolé. Oui, il y a toute une chaîne de responsabilités dans l'affaire Samuel Paty, dont, vous le dites, également dans le corps enseignant, dans l'administration de l'éducation nationale et dans la manière qu'a le ministère de mettre sous le boisseau, finalement, tout ce qui ne fait pas très joli. Oui, il faudrait parler de l'attitude des enseignants. Alors évidemment, il faut se garder de faire des généralités. Il y a des enseignants remarquables. Et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à s'exprimer. Mais dans le collège du Bois d'Aulne, malheureusement, des collègues ont relayé les accusations d'islamophobie et de racisme, ont relayé les mensonges des élèves, ou en tout cas de l'élève qui avait monté cette cabale contre lui. Et ça nous interroge, nous, sur notre responsabilité en tant qu'enseignants. Et finalement, il s'est trouvé très seul. Moi-même, dans mon lycée, même si ma situation n'est pas comparable, mais je sais que des surveillants ont eu des mots contre moi suite à la publication de ma lettre. Heureusement, j'avais fait 20 ans à Trappes et personne ne pouvait me soupçonner de racisme vu mon engagement auprès de ces élèves. Mais le dérapage aurait pu se produire également. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est une forme de lâcheté, une naïveté, un refus de regarder la réalité en face? Est-ce que c'est de l'idéologie? Oui, je pense que là encore, c'est très complexe. Le réel est d'une grande complexité. Il y a d'une part un discours d'une partie de la gauche qui est responsable de l'idée que critiquer l'islam ou l'islamisme reviendrait finalement à stigmatiser des personnes. Donc évidemment, ça muselle la parole et ça empêche l'expression de cette parole. Il y a aussi une question du rapport à l'autorité. Et ça serait un grand débat à avoir entre le pédagogisme et le rapport à l'autorité qui mine l'institution aujourd'hui de l'éducation nationale. L'école ouverte, alors qu'elle devrait être au contraire un lieu fermé qui protège de la pression de la société. Donc il y a plusieurs points à aborder. Et ensuite, il y a les petites lâchetés dont parle Mouzil, les petites lâchetés individuelles. On achète la paix dans sa classe en n'abordant pas certains sujets, en renonçant à faire son travail d'éducation. Oui. Sur la première réponse que vous donniez sur le fait de la volonté de ne pas stigmatiser, ce qui est très étonnant, c'est que c'était parfaitement autorisé quand il s'agissait de la religion catholique, par exemple. Et comment on peut expliquer que sur les mêmes fondements, entre guillemets, un lien avec une religion, il y ait une espèce de laisser-aller, d'application très stricte de la laïcité, et sur l'autre, au contraire, on se retient, on n'ose rien dire. Là encore, je reviens à ça, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est vraiment une forme d'idéologie derrière très paternaliste en se disant, c'est l'islam, c'est différent, c'est la religion d'une culture qu'on a colonisée, donc il faut la protéger. C'est très difficile de comprendre que les mêmes bouffeurs de curés, entre guillemets, des années 70-80 soient devenus des protecteurs de l'islam. Même dans sa version la plus politique.
Oui, alors je crois que Romain Gary a traité déjà cette question dans Chien blanc. C'est la question finalement d'un sentiment de culpabilité, d'une mauvaise conscience qui amène à idéaliser l'ennemi quand même, et à ne pas voir que c'est l'ennemi, lui, qui nous traite de façon raciste et essentialiste. Oui, il y a cet aspect-là. Ce que je voudrais dire aussi quand même, qui me paraît un point important, c'est que Samuel Paty n'a pas été assassiné pour avoir défendu la liberté d'expression. Il s'agit ici d'un simple prétexte. Il s'agit juste d'une occasion. Mais ce n'est pas la réelle cause. La réelle cause, c'est que ces gens-là considèrent qu'un Français, un catholique, un athée, un juif ne sont pas des êtres humains à part entière. C'est tout à fait différent. Et donc, l'argument vous attaquez notre religion n'est en réalité qu'une occasion, qu'une justification a posteriori, mais n'est en aucun cas le réel motif de l'acte, du passage à l'acte. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la lettre d'un hussard de la République, c'est que vous truffez votre livre de références qui permettent de comprendre cela. À ce sujet précisément, vous rappelez que la revue Dar al-Islam, qui était éditée par Daesh après le Bataclan, appelle, je cite, à massacrer des professeurs qui enseignent la laïcité aux enfants. Donc ça n'est pas comme ça le fait de quelqu'un de dégénéré, de fou, d'irresponsable. C'est un programme, comme Al-Souri, vous rappelez aussi la stratégie d'Al-Souri, qui est le penseur de Daesh post-11 septembre. Enfin, si vous voulez en parler d'ailleurs, mais c'est parce que c'est très intéressant sur votre chapitre sur l'islamisme. Je vous laisse peut-être développer ça. Oui, alors dans mon livre, il y a à la fois il y a des témoignages, des récits aussi de mon histoire, parce que moi je me destinais absolument pas à devenir un lanceur d'alerte. Déjà, je me destinais pas vraiment à être professeur de philosophie, je me destinais plutôt à la recherche. Mais bon, c'est la vie qui m'a amené sur ce chemin-là, et ça a été un beau chemin d'ailleurs pour moi. Et puis il y a des moments de réflexion sur qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Est-ce que vraiment on doit traiter ces actes comme des actes terroristes, ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de crimes contre l'humanité? Il y a un chapitre important de définition de ce que c'est que l'islamisme, de la distinction entre le religieux et le politique, qui est une distinction qui n'est pas évidente à faire parce qu'il y a une porosité aussi. Donc il y a des temps aussi dans le livre, des temps de réflexion qui sont courts, mais qui permettent aussi au lecteur de prendre un petit peu de hauteur. Moi, je me suis appuyé évidemment sur les travaux de Micheron, de Keppel, de Rougier pour essayer de concentrer cette histoire de l'islamisme et de comprendre aussi ce que c'est que le djihadisme d'atmosphère aujourd'hui. Ça, c'est le concept de Keppel, justement, voilà, de Keppel, dont j'ai appris par votre livre qu'il est également sous protection policière. Ah oui, mais on est... Comme Robert Redeker à l'époque, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr. C'est tout de même effrayant. Les gens n'ont pas conscience, parce qu'on voit chaque fois ponctuellement une personne qui va être menacée et protégée, mais en réalité, c'est comme de nombreux sillons qui datent de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. C'est effrayant. Le service de protection des personnalités, ce qu'on appelle le SDLP, est un service qui aujourd'hui est surchargé de travail, qui ne peut pas faire face à toutes les situations. C'est totalement dramatique ce que nous vivons dans notre pays, que les Français ne savent pas, mais il y a effectivement un grand nombre de personnes qui sont sous protection aujourd'hui. Nous avons même un imam de Seine-Saint-Denis, courageux, qui montre que la religion peut être autre chose qu'une religion guerrière ou totalitaire, et qui est peut-être la personne la plus menacée aujourd'hui dans notre pays. Il faut voir aussi que toutes les écoles et toutes les synagogues juives aujourd'hui sont protégées, que 60 000 juifs ont dû fuir la France depuis quelques années. À ce sujet, vous rappelez un de vos... Alors, si on ne réussit pas à savoir si c'est vraiment dans le lycée où vous avez enseigné en tout premier lieu, je crois, comme stagiaire, mais vous parlez
dans un lycée où des individus cagoulés peuvent débarquer dans une salle de classe, traiter un professeur de mathématiques de sale juif et le démolir avec des battes de baseball. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est du vécu ou c'est l'exemple de ce qui risque d'arriver? Je suis à ce moment-là stagiaire. Je suis jeune professeur. Je viens de... Donc en quelle année Donc 1993, je crois. Je suis stagiaire. Mon premier poste est Épinay-sur-Seine. Et j'apprends au bout de 15 jours que mon collègue de mathématiques, je n'étais pas là ce jour-là car à l'époque je faisais 6 heures seulement dans ce lycée, avait été attaqué dans sa salle de classe et qui va d'ailleurs passer toute l'année à l'hôpital parce que il est vraiment fracassé de partout. Et qui en a parlé à l'époque? Pourquoi est-ce qu'on a tué ce genre de fait aussi longtemps? Ah ben ça, c'est le pas de vaguisme a commencé quand même bientôt. Et moi-même, d'ailleurs, dans ma classe, quelques mois plus tard, je sentais un danger avec un jeune garçon et je ne comprenais pas d'où venait le danger, mais finalement, le proviseur m'apprend qu'il est parti en prison parce qu'il portait constamment sur lui une arme plus chargée. Donc, et une enseignante tuée par balle à Villeneuve-la-Garenne, tous ces gens dont on a oublié, oui, en fait, la mort, c'est terrible. Absolument, comme Alain Lambert, si vous voulez, on pose une plaque, on fait un bouquet de fleurs, et puis c'est terminé. On pense à tourner la page, comme d'ailleurs lors de ces commémorations pour l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, qui sont des commémorations qui ne sont pas dignes de ce professeur. Elles ont été faites dans la crainte, presque dans la honte, dans certains lycées. En catimini, oui, puisque d'ailleurs on est aux antipodes de ce qu'est un rite. Un rite, c'est quelque chose qui doit être collectif, qui doit être obligatoire et qui doit imposer des contraintes. Sinon, ce n'est pas un rite. Or là, le rite républicain, c'est un rite totalement dévoyé puisqu'il n'y a pas de rassemblement collectif. C'est chacun dans sa classe ou à un moment qu'il souhaite. Il n'y a pas d'obligation rituelle puisque chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'établissements, il ne se passera rien ou il n'y aura pas réellement d'hommage. Il y aura une petite causerie sur la liberté d'expression, comme si c'était le problème. Et puis, il n'y a aucune contrainte, effectivement, qui impose le respect. Donc ça, c'est vrai. Effectivement, c'est terrible de penser que notre République n'a pas su rendre hommage à cet enseignant. Alors, je vous propose de rendre un hommage à quelqu'un qui semble vous avoir ouvert justement à cet exercice de lancer l'alerte, de sonner le tocsin. C'est Danilo Shumuk, qui a beaucoup compté dans votre vie, je crois. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement qui était cet homme? Alors, Danilo Shumuk, je l'ai rencontré au début de ma carrière. J'étais dans un petit lycée à l'époque à Évreux, et un collègue de philosophie qui était engagé dans Amnesty International avait rencontré donc ce qu'on appelait un dissident soviétique. Il l'avait protégé en tant que membre d'Amnesty. Et Danilo Shumuk est donc un Ukrainien qui a fait 41 ans de goulag et 1 an et demi de camp de concentration nazi. Il fait partie des 10 seuls rescapés de ce camp. Il est encore en vie aujourd'hui? Aujourd'hui, il est mort. Je l'ai rencontré donc à cette occasion-là, puisqu'il était alors résident. Il venait d'être libéré. Il a été libéré en 1986 seulement. Donc c'est un des prisonniers les plus tardivement libérés. D'ailleurs, on va tenter de l'assassiner à sa libération. Il va échapper 2 fois à la mort. Il deviendra citoyen canadien. Et donc, il va venir dans mes classes pour raconter son histoire. Et puis va naître de cette rencontre une amitié entre nous. Et oui, j'ai été à la fois impressionné par l'homme, par son engagement aussi, puis par son humanisme. Quand je lui ai proposé de visiter Paris, je lui ai dit, Danilo, qu'est-ce que vous souhaitez voir à Paris? C'était pas la Tour Eiffel, c'était pas le Louvre, ou que sais-je encore. Il m'a demandé de se recueillir devant la statue de Montaigne, dont il connaissait des phrases, des pages par cœur, et notamment les pages sur l'amitié qu'il connaissait très très bien. Oui, qu'il avait pu ruminer. Il avait réussi à se procurer dans les camps, dans les goulags, un peu de littérature et qu'il remâchait tant qu'il pouvait. Oui, pendant 4 ans, il a réussi, par des stratagèmes, à lire un peu de philosophie. Il a lu Kant, il a lu Nietzsche, et il a lu Montaigne
qui était vraiment son philosophe préféré. C'est le vôtre aussi? Je l'apprécie beaucoup, oui. Oui. Je n'ai pas de philosophe préféré. Disons que j'aime les philosophes qui sont capables de se confronter au réel. Comme je le raconte dans le livre, ma rencontre avec la philosophie, elle se fait à l'âge de 13 ans avec Camus, ouais, le mythe de Sisyphe. Vous pouvez nous raconter précisément le... Oui, je l'ai lu accidentellement, en fait. C'est un hasard qui m'a... Je ne veux pas tout détailler ici parce que ce serait long, mais... Et puis le lecteur prendra, je pense, du plaisir à découvrir ces pages. Mais c'est vraiment un accident. J'ouvre ce livre par hasard, dans des circonstances assez amusantes. Et là, je découvre que le sentiment que j'éprouve moi-même du monde, que je n'arrivais pas à nommer, ce sentiment est décrit, expliqué, et aussi, il lui donne un certain sens, hein, le courage d'affronter l'absurde. Cette philosophie du courage de Camus, voilà, qui était un homme courageux et qui m'a guidé toute ma vie, oui. Pour revenir à Danilo Šumuk, on vous empêche parfois de le recevoir dans certaines classes ou dans certains lycées très marqués par une vieille idéologie communiste. Oui, ça se passe à Gennevilliers, où d'ailleurs, à l'époque, le proviseur cherche à m'occuper parce que je suis ce qu'on appelle un titulaire académique, c'est-à-dire que je suis en poste pour faire un demi-service quelque part, et je n'ai pas donc un service complet, donc il cherche à m'occuper. Et je lui dis, écoutez, très bien, moi je vais faire des conférences avec cet homme qui à la fois est un témoignage et aussi une réflexion sur la fonction de la loi. Est-ce que la loi est là pour nous dicter nos pensées, ou est-ce qu'elle est là pour protéger nos libertés et les instaurer? Et donc, je propose la venue de Danilo Šumuk, et à ce moment-là, c'est l'opposition non seulement de ce proviseur, mais il me dit aussi que ça pourrait poser des problèmes dans le lycée, puisque, évidemment, les collègues sont des collègues plutôt, disons, proches du Parti communiste, pour la plupart. Et donc, oui, je vais devoir renoncer à ce témoignage. Une petite anecdote, d'ailleurs, c'est que dans ce lycée qui est totalement dévasté, pourri, dans ma salle de classe, il pleut, on n'a pas de chauffage, donc on va aller manifester devant le rectorat, et on sera accompagné par... en fait, c'est la ville de Gennevilliers qui organise le déplacement et la manifestation des élèves et des enseignants en nous affrétant des bus, voilà, qui seront eux-mêmes accompagnés par les motards. Et donc là, je découvre finalement que le service d'ordre de la CGT est très, très, très efficace. Alors, pour revenir à l'enseignement, quel mot doit affronter un enseignant en France en 2021 ? Il y a bien sûr la montée de l'islamisme, de phénomènes identitaires religieux, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est difficile pour un enseignant aujourd'hui et que vous n'avez pas connu dans les années 90, ou qui serait vraiment un phénomène nouveau? Je dirais que l'école est devenue un petit peu un self-service. Elle ne joue plus réellement son rôle d'instruire. Elle sert plutôt à sélectionner des élèves et à les orienter. Les élèves vivent dans une angoisse permanente qui est l'angoisse de la réussite, ce qui est très dommageable au fond à la transmission. Donc je dirais que le principal mal dont souffre l'école aujourd'hui, c'est une perte de sens, y compris dans le travail des enseignants, mais aussi pour les élèves, parce que pour eux, c'est aussi une souffrance. Moi, j'ai essayé en tant qu'enseignant toujours parce que j'aime vraiment enseigner la philosophie, c'est tellement beau. Et en général, quand ça se passe bien, les élèves n'attendent que ça, que le cours ait lieu. Hein. C'est un vrai plaisir, c'est la joie, c'est un lieu de joie, normalement, une salle de classe. On l'oublie trop souvent. Mais aujourd'hui, c'est un lieu, je crois, malheureusement, où beaucoup s'ennuient. Les enseignants comme élèves, parce qu'il y a une perte de sens... Une perte d'autorité aussi, les règles ne sont plus respectées. Quand les règles ne sont plus respectées, on ne peut plus enseigner. Et puis, c'est un lieu, je crois aussi, qui commence à être investi par l'idéologie. Parce que comme on n'enseigne plus, on se soucie du bien-être ou des
des identités, des croyances, blessures, voilà, etc. Et au lieu de prendre, justement, de permettre à chacun d'oublier ses origines, son milieu social. Ce qui était tout le sens de l'époque des hussards noirs C'est ça, de la République, où on disparaissait, entre guillemets, devant la connaissance. Voilà, et bien, et devant l'universalité de la raison, mais pas seulement de la raison, parce que c'est ça aussi l'humanisme, et j'en parle beaucoup dans mon livre du rôle de l'art, parce que l'art aussi, c'est ce qui m'a plu aussi dans la pensée de Camus, c'est aussi de pouvoir transmettre ce qui est singulier, car un être humain, chaque être humain est unique, il y a une valeur justement, c'est ça le fondement de l'humanisme, une valeur absolue, parce qu'il est singulier. Cette transmission de la singularité par l'art, que ce soit le cinéma, la musique, peut-être plus particulièrement la littérature, puisque c'est de l'ordre du récit de soi, c'est essentiel finalement. Alors on ne peut plus ni enseigner l'universalité de la raison, ni transmettre aujourd'hui cela, si à la place on renvoie les élèves à leur origine, s'il n'y a plus de mixité sociale ou ethnique, comme à Trappes d'ailleurs. Oui, ce que vous voulez dire, ce que j'ai connu à Épinay-sur-Seine, c'est qu'il n'y a plus de mixité parce qu'il n'y a plus que des élèves d'origine ou maghrébine ou nord-africaine ou quelle que soit l'ethnie, mais il n'y a plus de véritable mélange en fait, avec le temps. C'est-à-dire qu'il y en a eu dans les années 90-2000, mais que de chaque année qui passe, cette mixité disparaît et les villes de banlieue se ghettoisent où chacun est dans sa communauté, dans son quartier. Et parfois, le collège lui-même n'accueille plus que des étudiants originaires, par exemple, d'Afrique subsaharienne. Oui, d'ailleurs, le lycée de Trappes est un cas... je crois que Trappes est une sorte de miroir grossissant de ce qui se passe dans notre pays. Mais des Trappes, il y en a un peu partout dans notre France, malheureusement. Mais je pense que ce lycée, il faudrait le fermer aujourd'hui. Je l'ai dit d'ailleurs au ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, il y a urgence à fermer ce lycée parce que aujourd'hui, on a affaire à des comportements identitaires. Avant, les atteintes à la laïcité étaient des atteintes individuelles. Aujourd'hui, ce sont des classes entières qui refusent de sortir sans leur voile. Et donc là, ce sont des phénomènes qui sont maintenant collectifs et qui ne sont plus simplement... Vous croyez d'ailleurs que Est-ce que vous reviendriez sur la mixité? On a parfois dit que c'était l'irruption de la mixité au collège-lycée, puis le collège unique aussi. Enfin, il y a plusieurs explications qu'on a données à la diminution du niveau. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet aujourd'hui, justement, en particulier dans ces zones où le rapport homme-femme est rendu très compliqué par les cultures d'origine? Est-ce que l'uniforme à l'école, est-ce que vous voyez dans les choses très concrètes, visibles, est-ce que vous voyez des choses qui pourraient... Moi, l'uniforme à l'école, je ne suis pas trop pour parce que justement, je pense qu'il faut accorder une place au singulier, à l'originalité et à la personne. Donc, pour moi, c'est un effacement. La mixité, c'est une des conditions, mais après... si ce n'est pas possible, on peut faire autrement. Après, c'est une question de volonté politique. Or, aujourd'hui, cette volonté, elle n'existe pas. C'est cela qui est problématique. Je vais donner des exemples très concrets, mais quand il y a des atteintes à la laïcité dans un établissement, ou même de simples atteintes aux règles scolaires les plus banales, alors certes, il faut faire de la pédagogie et il ne s'agit pas de sanctionner pour sanctionner, mais il y a un moment où les adolescents ont besoin de savoir si une règle est réelle ou non. Et si elle n'est pas sanctionnée, eh bien finalement, ils ne peuvent pas apprendre. Ils ne peuvent pas avoir ces repères. Or justement, aujourd'hui, je crois que le principal problème de l'institution, c'est d'être incapable de manifester cette autorité dans le bon sens du terme. Pas de volonté politique, mais beaucoup d'argent. Vous rappelez que sous le mandat qui précède celui d'Ali Badet, le maire de Trappes actuel, j'ai oublié le nom du maire précédent, c'est 340 millions d'euros qui ont été dépensés en rénovation urbaine. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la politique de la ville. Et vous avez pu constater que les faits étaient très limités, en tout cas n'étaient franchement pas satisfaisants au vu des résultats des départs en Syrie de nombreux djihadistes, à Trappes en particulier, que l'argent ne suffit pas en quelque sorte. Oui, alors là, il y a l'idéologie classique de la gauche qui croit que tout se réduit à des conditions sociales et que si on devient djihadiste, c'est parce qu'on aurait des mauvaises conditions sociales. Mais je ne vais même pas polémiquer contre
ou argumenter contre cette ineptie. Évidemment, ça n'a rien à voir. Pour ce qui est de Trappes, c'est une catastrophe parce que, alors quand on se promène à Trappes, c'est vraiment une banlieue magnifique, hein, magnifique. Les trottoirs sont impeccables, il y a de très beaux parkings, il y a de nouveaux logements, tout a été réhabilité. Mais il se trouve qu'il y a une mosquée et que cette mosquée qui a été construite il y a quelques années, eh bien, elle attire une population qui vient à Trappes pour une pratique nouvelle de l'islam, une pratique identitaire de l'islam. Et donc, c'est devenu, au fur et à mesure des années, finalement, une sorte de citadelle dorée pour l'islamisme, oui. Vous vous rappelez 147 mosquées tablighi en France, 152 mosquées salafistes, 170 mosquées fréristes. Alors, vous feriez rapidement la distinction entre les trois mouvements de l'islam? Oui, on peut y revenir. Dans l'établi, il s'agit de couper les individus de la société en les occupant à la conversion des autres. Le salafisme, pour aller rapidement, il s'agit d'une pratique identitaire, donc de substituer finalement aux mœurs françaises d'autres mœurs, voilà, avec évidemment un refus de l'égalité homme-femme et qui manifeste donc des valeurs totalement opposées aux valeurs républicaines. Et chez les fréristes, on a une stratégie qui est une stratégie beaucoup plus idéologique, gramsciste en quelque sorte, hein, c'est le combat culturel, et d'infiltration des services de l'État, de la presse, des universités. Vous avez aujourd'hui et même dans l'éducation nationale, aujourd'hui, on a des inspecteurs généraux qui sont en fait les faux-nés des frères musulmans en France, qui vont développer une conception, par exemple, de la laïcité, qui n'a rien à voir avec la conception républicaine de la laïcité, qui en fait juste un discours de tolérance et de dialogue interreligieux pour précisément donner une place et faire reconnaître cette place de l'islam, mais d'un certain islam, évidemment, dans notre pays. Est-ce que Ali Badé, justement, le maire actuel de Trappes, qui vient d'être réélu, il faut le rappeler, à plus de 58% face à pourtant une coalition de gauche et de droite, est-ce que justement c'est le prototype, l'idéal type avancé de cette situation où un homme politique devient, par clientélisme et par influence salafiste ou frériste, une espèce de cheval de Troie dans une ville. Et on a l'impression qu'Ali Badé, effectivement, accentue la colonisation islamique dans la pensée à Trappes. Bon, Ali Rabeh a fait sa campagne, puisque il savait que son élection allait être invalidée au mois de février, et il a profité de ma présence sur les plateaux de télévision et dans la presse pour victimiser la ville, préparant sa prochaine campagne électorale, donc qui a eu lieu effectivement après l'annulation des élections en octobre. Donc il vous a instrumentalisé comme étendard, justement, totalement, pour défendre l'islam. Totalement. Mais alors, venant d'un élu, disons, de génération, donc un amoniste, ce n'est pas étonnant. D'un islamo-gauchiste, si vous préférez, ce n'est pas étonnant. Ce qui est beaucoup plus étonnant dans cette affaire, c'est le rôle vraiment trouble du préfet, qui va, au fond, relayer sa campagne, m'accuser déjà relativiser le danger que j'encours, prétendre que ce sont ces services qui me protègent alors que ce ne sont pas ces services, et m'accuser de stigmatiser à mon tour les habitants de Trappes, ce qui n'est en aucun cas mon discours. Donc, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est de voir un préfet finalement sortir de son rôle pour protéger un clientélisme, je pense, qui est beaucoup plus installé dans les Yvelines et qui vient d'un parti qui n'est pas un parti de gauche, pour le dire autrement. Et finalement, avec une complicité aussi de l'État, puisque finalement, il n'y aura aucune conséquence, par exemple, à l'intrusion d'un élu de la République dans un lycée qui vient distribuer des tracts politiques
me mettant en cause. Et au sens de Rougier, on peut dire que le maire de Trappes est là dans le rôle d'un entrepreneur de colère, puisqu'il m'accuse finalement de gâcher l'avenir des élèves en sonnant l'alerte. Et finalement, ça n'a aucune conséquence. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, donc, publiera un communiqué condamnant cette intrusion, mais ça ne donnera lieu à aucun acte. C'est-à-dire qu'on est toujours finalement dans la bonne conscience, les intentions, les déclarations de principe, mais dans les faits, dans les actes, au fond, on a laissé faire ce maire. Et donc, il ne faut pas s'étonner de son succès. Je ne sais pas si... Enfin, je n'arrive même pas à concevoir si on dit ici qu'un élu peut violer la loi de la République sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Bon, bah écoutez, à quoi servent les ministres qui sont eux-mêmes en charge, c'est ça un pouvoir exécutif, de faire respecter les lois? Donc il y a une autre grande muette, il n'y a pas que l'armée, il y a aussi l'éducation nationale. Bah, je crois que comment dire, malheureusement, la corruption intellectuelle, en tout cas, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau local, mais elle est aussi au niveau national. Rien n'est fait pour endiguer cette progression de l'islamisme dans notre pays. On achète la paix sociale, on achète du temps. Oui, je pense que les hommes politiques voient d'abord, évidemment, leur intérêt plus que celui de la nation, et donc leur plan de carrière. Et depuis François Fillon, qui était ministre de l'Éducation nationale, quand il a reçu le rapport Aubin, qu'est-ce qu'il en a fait? C'était une patate chaude, s'il avait pris des mesures, évidemment, que ça l'aurait exposé, qu'il aurait dû prendre des risques, il faut un certain courage politique, il n'en a pas eu. Il a mis le rapport à la poubelle et les ministres de l'Éducation nationale jusqu'à aujourd'hui ont fait de même. Est-ce que les profs commencent tout de même à ouvrir les yeux? Autour de moi, j'ai le sentiment que c'est le cas, mais je parle de la génération qui a aujourd'hui entre 30 et 35 ans. Plus âgée, je ne sais pas ce qu'il en est, et parmi les plus jeunes, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une conscience politique? Je n'en sais rien. Est-ce que vous pourriez... Je sais que c'est très difficile, parce que c'est des grands mouvements, il y a bien sûr des individus, mais dans les grandes tendances, comment vous voyez les profs évoluer? Je sais qu'il y a une droitisation, si on regarde les sondages, globalement, c'est un public qui est plus à droite qu'auparavant. Vous-même, il me semble que vous êtes engagé en politique plutôt à gauche, de la gauche souverainiste. Est-ce que ça vous semble cohérent qu'il y ait une forme de droitisation? Alors, j'ai plus les chiffres en tête, très honnêtement, mais... Alors, sans parler politique, on a eu quand même 2 enquêtes qui ont montré que les enseignants s'autocensurent et ça touche un enseignant sur 2. Donc ça, c'est quand même très, très inquiétant. Ça veut dire que les enseignants aujourd'hui ont renoncé à transmettre le savoir et les valeurs républicaines. Je crois qu'il y a une grande détresse qui n'est pas qu'une détresse sociale. Les enseignants, ils sont mal payés, mais au fond, ce n'est pas la question. La question, c'est le sens de leur travail, le sens de leur mission. Ils ont oublié qu'ils étaient, je crois, en mission pour le public et que l'école est d'abord le ciment de la nation, ce qu'elle a été autrefois et qu'elle n'est plus. Je crois que le danger vient de là. Après, est-ce qu'il y a une droitisation c'est sûr que la gauche s'est effondrée dans notre pays. Elle n'existe plus. D'ailleurs, il suffit de voir les chiffres de vente de M. Le Foll ou de Mme Hidalgo, de leur dernier livre. Je crois que... Voilà, moi, même mon livre se vend 6 ou 7 fois plus que celui de Mme Hidalgo, et pourtant, je ne suis qu'un modeste professeur de philosophie. Monsieur Le Foll, je fais 10 fois plus que lui, même plus, 12 fois plus. Et d'ailleurs, je fais même beaucoup plus que Monsieur Blanquer. Je crois que je fais aussi... Il n'est pas très haut, j'ai vu les chiffres tout récemment. J'ai vu les chiffres ce matin, et voilà... Donc, non, la gauche, elle n'existe plus réellement dans notre pays. Il n'en reste plus rien. Elle est passée soit à l'extrême gauche, soit, enfin, je veux dire, le Parti socialiste ne représente plus. De toute façon, il n'a plus de message ou d'espoir à faire passer à notre peuple. Donc il est condamné à disparaître. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, me semble-t-il, c'est que la droite, en France, est également, je pense, est en train de suivre le même pas,
parce qu'elle n'a pas de réponse républicaine à donner sur ce phénomène qui est très inquiétant de poussée de l'islamisme, puisqu'il pourrait déboucher dans quelques années à des actes de violence généralisés. Et là, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'absence finalement de programme et de réponse de la part des Républicains. Moi, je viens de la gauche, je me suis engagé au mois de décembre dernier dans un parti qui s'appelle le Parti républicain solidariste. Je me suis engagé parce que je me suis reconnu dans les valeurs de ce parti, et aussi parce que je pensais que je ne pouvais pas mener ce combat seul, et que j'avais besoin aussi d'être entouré et de recevoir aussi l'expérience d'autres personnes. Moi, j'ai travaillé pour pendant... une hussardisation Voilà. de l'éducation nationale, retrouver les valeurs des enseignants de la Troisième République, en fait. Mais comment vous dire, je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour les républicains de se rassembler et de comprendre que notre pays est vraiment en danger. Sinon, on va laisser un vide s'installer qui sera dommageable, je pense, à la démocratie. Alors, vous racontez comment un groupe intitulé Black Girls persécutait une blonde d'un côté, une métisse de l'autre, une jeune fille blonde et une jeune fille métisse. En fait, ça, forcément, je l'ai lu et j'ai pensé à ce qui s'était passé avec Dina, avec cette jeune fille qui a mis fin à ses jours tout récemment, une jeune fille de 14 ans qui, elle aussi, était persécutée pour des raisons identitaires à nouveau. Là encore, quelle réaction il faudrait... Enfin, pourquoi ce silence politique et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ce genre de phénomène? Moi, ce que j'avais constaté à l'époque, c'était la difficulté et pour les enseignants et pour l'administration d'agir, c'est-à-dire d'être dans une position de responsabilité. Alors, il y a peut-être des réformes structurelles à faire pour que les serviteurs de l'État se sentent responsables, certainement, mais moi, mon constat, c'était à l'époque que la parole de ces élèves n'a pas été entendue. Et j'ai dû, à l'époque, vraiment monter de manière très forte au créneau, mettre en cause dans une réunion publique ma proviseure, elle s'en souviendra d'ailleurs toute sa vie, en lui posant des questions précises et en la mettant au pied du mur, parce que ces élèves ont subi un harcèlement qui est allé jusqu'aux menaces de mort et ont fini par devoir quitter l'établissement. Voilà. Et donc là aussi, j'ai vu une forme de démission. C'est terrible comme aveu d'échec. C'est-à-dire que c'est la victime qui doit s'en aller. Symboliquement, c'est tragique. Oui, mais c'était le cas d'ailleurs pour Dina, la jeune fille qui a espéré être à l'abri des attaques en quittant son lycée, qui en fait avait toujours une cantine commune et s'est retrouvée à nouveau persécutée. Comment est-ce qu'on peut laisser faire ça? C'est désespérant un petit peu. Oui, mais je crois que la question, au fond, c'est toujours la même. C'est la question de la responsabilité. On en parlait avec Louis Saillant, rien à voir, mais qui est commando marine et qui appuyait exactement sur le même... Je pensais, d'ailleurs, peut-être je le ferai dans mon prochain livre, mais je pensais écrire un texte philosophique sur la notion de responsabilité qui, même dans notre histoire philosophique, je pourrais revenir sur les définitions qui ont été données par les grands philosophes français du XXe siècle, mais qui est, je pense, une notion assez mal cernée et assez peu comprise. Mais je ne vais pas rentrer là, je ne vais pas faire un cours de philosophie. Non, mais je dis, c'est amusant, ça fait vraiment écho à la personne qu'on a reçue la semaine dernière. Mais c'est une question fondamentale parce que être responsable, enfin très rapidement, c'est sortir aussi du discours sur le bien et le mal moral et simplement des représentations que l'on a de ses propres pensées. Il s'agit d'agir, il s'agit d'actes, il ne s'agit pas d'intention. Il s'agit de qu'est-ce que l'on fait dans une situation donnée. Donc là, il y a un point de vue pragmatique à adopter. Et ce que je constate, c'est que dans l'éducation nationale, on a un ministre qui fait des très beaux discours, enfin pas toujours sur la laïcité. Je dis pas toujours parce que sa dernière campagne, qui avait tendance à communautariser le concept de laïcité, m'a fort inquiété. Mais on a des discours sur la laïcité, mais quels actes derrière? Et au fond, c'est ça, la question de la responsabilité, c'est... Alors, on a reçu ici François Bégodeau, qui était le scénariste et qui a joué d'ailleurs le professeur d'Entre les murs. Simplement, petite question pour
Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Non, bon. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ah, non. Bon, là, quand vous reviendrez, vous me direz alors si ça vous ouais. semble fidèle à ce que Ouais. vit un enseignant dans une classe de lycée de banlieue un peu difficile aujourd'hui. Vous parlez d'une crise de sens, d'une double crise, hein, crise du sens et crise de l'épuisement. Le sens, je pense que vous l'avez déjà expliqué. Épuisement parce que un rythme trop soutenu, ou plutôt l'impression de jamais être protégé, de jamais être de ne pas avoir de hiérarchie qui vous défende. Dans quel sens vous entendez épuisement? L'épuisement, ce qui nous nourrit et ce qui nous donne de l'énergie, c'est précisément la joie de la transmission. Or, quand on la perd, on fait un travail qui est dépourvu de sens et on s'épuise littéralement, on se fatigue. C'est la situation de beaucoup d'enseignants. Moi, je vois mes collègues qui attendent avec impatience les vacances. Dans ma carrière, ça ne m'est jamais arrivé, exceptionnellement, d'attendre les vacances ou de penser en début de journée à attendre la fin des cours. Moi, au contraire, d'ailleurs, dans mes classes, quand ça se passe bien, tout le monde se dit à la fin de l'heure, déjà. C'est-à-dire, on ne s'est pas ennuyé, on a pris du plaisir et on aura envie presque que ça continue. Je vous assure, j'ai même eu des classes, je me souviens, où le cours était interrompu par l'administration. Je sais que moi-même, quand j'étais élève, j'étais très content de pouvoir sortir. Et là, c'était à l'unanimité les élèves qui disaient « Ah non, on ne sort pas, on veut la suite du cours ». Voilà. Donc cet épuisement, il vient, je crois, quand notre travail n'a plus de sens. Bon, après... Il y a peut-être des choses à revoir dans le dispositif, des lourdeurs, mais ça, c'est du détail. Effectifs en particulier. Oui, les effectifs. La carte scolaire, vous parlez de plusieurs choses concrètes. Mais sûr. Oui, c'est intéressant. Sentiment d'épuisement général. Ouais. La laïcité. Alors, vous y consacrez un chapitre. Moi, j'aimerais que vous en parliez à travers un exemple qui peut sembler anecdotique, mais qui m'a beaucoup choqué. Une affiche de l'Institut du monde arabe, dont vous découvrez au bout de plusieurs mois, ou voire années, qu'il s'agissait d'un verset du Coran, en arabe bien sûr, et d'une exhortation à croire finalement. Donc comment est-ce qu'on peut là encore permettre cela? Et quelle est votre notion de la laïcité? Est-ce que c'est plus un esprit concordataire? Est-ce que c'est plus, comme aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer justement l'exprime, quelque chose de très diffus, très théorique? Quelle est votre vision? D'abord, sur l'affiche, l'anecdote est quand même assez croustillante parce que ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je fais une action de prévention à la radicalisation, qui est d'ailleurs financée par la préfecture qui joue quand même un rôle trouble. Faut quand même dire, je vais le dire, préfecture qui joue un rôle trouble, puisque d'une part, elle relaye la parole du maire, et d'autre part, elle est censée finalement faire des actions de prévention. Donc, j'invite dans ma classe Omar Youssef Souleymane, qui est écrivain, poète, en appui à une sortie qu'on a avec les élèves. Et donc, il mène un atelier d'écriture après avoir vu une pièce de théâtre. Bon. Il vient dans la classe et il se trouve que Omar Youssef Souleymane, dont le livre bien connu en France, c'est Le Petit Terroriste, lui-même aurait pu lui-même devenir un terroriste puisqu'il a subi une forte idéologisation salafiste dont il va se remettre plus tard. Et d'ailleurs, il vient en France comme réfugié politique. Voilà. Donc c'est lui qui entre dans ma salle de classe, qui prépare les élèves à cet atelier d'écriture et qui, à la sortie, me dit « Mais vous savez ce qu'il y a écrit là sur la fiche ?» Et il m'informe effectivement qu'il s'agit d'une exhortation à la prière. Voilà, et donc c'est évidemment un discours problématique dans le lieu. D'ailleurs, je le signale au proviseur qui va retirer... qui retire les affiches. Qui retire l'affiche, bien sûr. Oui. C'était pas Jack Lang à l'époque, le patron de l'IMA, je ne sais pas. Non, mais alors l'Institut du monde arabe, c'est vrai que... C'est assez trouble aussi. On peut se poser des questions quand on peut faire une exposition en France où on raille Israël de la carte. C'est vrai que ça pose de sérieuses questions, en dépit des justifications qui ont été données. Et effectivement, on devrait se pencher un peu sur d'abord l'utilisation des deniers publics et ensuite sur
sur l'idéologie que cet institut peut véhiculer. Mais là encore, il s'agit de stratégies aussi d'infiltration qui sont partout aujourd'hui à l'université, dans les centres de recherche et même dans la police. Vous avez, et dans l'éducation nationale, vous avez une infiltration à tous les niveaux. Alors, la guerre en Syrie commence, ça doit être en 2009 si je ne me trompe pas, et les premiers djihadistes quittent Trappes pour rejoindre les combattants de Daesh. Vous avez beaucoup d'élèves qui connaissent, qui ont un cousin, un frère, un ami qui est parti en Syrie. Vous le racontez très bien dans le livre, donc on ne va pas en reparler là. Mais est-ce que vous avez vu, avec la défaite de Daesh, le comportement de vos élèves évoluer? Parce qu'on sent qu'il y a une forme de fierté à un moment, parce qu'aussi l'État islamique était victorieux. Est-ce que leur rapport à ces départs a été modifié par l'écrasement de Daesh en Irak et en Syrie? C'est difficile d'estimer ça. Ce que je n'ai pas eu cette parole avec mes élèves dans mon cours. Le cadre est neutre. Hein. Bien sûr, mais ce que vous avez ressenti peut-être de la... Ce que j'ai observé dans les 2 dernières années, c'est un phénomène nouveau de duplicité. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui ont un comportement double. Et ils ne montrent pas qu'ils sont islamistes. Ils ont un comportement apparemment normal, mais en même temps, ils ne participent pas au cours. Non pas parce que ce seraient des adolescents dont le cours de philosophie les ennuie, hein, mais vraiment parce que c'est un refus de faire de la philosophie. Donc ça j'ai pu l'observer. Alors, c'est des cas individuels, on ne peut pas généraliser. Il y a des classes où ça se passe très bien. Mais cette duplicité, oui, je l'ai observée. Vous pensez que c'est de la taqia au sens... oui. Oui, c'est clairement... Une volonté délibérée de duplicité pour pouvoir avancer, masquer le plus longtemps possible et développer ses idées sans qu'on se fasse... Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement troublant aussi parce que, en tant qu'enseignant, là, vous êtes face à des élèves avec lesquels vous ne pouvez plus communiquer. Et ça, c'est une élève qui fixe le mur, qui ne vous regarde plus à partir du moment où je crois que vous abordez justement le sujet. Oui, c'est une élève c'était ma meilleure élève dans une de mes classes. Franchement, elle faisait une très belle année. Et le jour, c'était après l'attentat du Bataclan, j'ai une parole sur le Bataclan. Je ne sais plus très bien ce que je dis, mais déjà, je sens un flottement dans la classe parce que beaucoup d'élèves, finalement... il y a un malaise. Il y a un malaise, ne veulent pas se positionner. Et puis cet élève, depuis ce jour-là, ne me regardera plus dans les yeux, ne m'adressera plus la parole, ne fera plus de philosophie, ne rendra plus ses devoirs. C'est une élève qui s'habillait en jean, moulant, qui se maquillait et que j'ai revue dans un reportage. Elle a été filmée, donc je peux même montrer l'image. Elle existe, cette image, que je vais revoir sur le marché de Trappes en djilbab, c'est-à-dire avec une tenue noire complète, salafiste. Donc là, on voit vraiment la duplicité. C'est-à-dire, je m'habille en classe comme une Française comme les autres et je vis sur un autre mode. Si je me permets de vous interrompre, je me rends compte que vous prononcez avec un accent qui semble juste les mots ayant trait, soit les mots arabes, soit ayant trait au Coran, donc arabe également. Vous avez appris quelques mots d'arabe ou c'est qu'on est obligé aujourd'hui, dans un lycée de banlieue, de maîtriser une série... Oui, je connais quelques mots, mais après, je ne parle pas arabe, je parle turc, mais pas arabe, non. On parle souvent d'un côté d'une double tenaille avec d'un côté l'islamisation et de l'autre une forme d'américanisation. Est-ce que c'est ce que vous avez vu aussi en banlieue? C'est-à-dire qu'est-ce qui intéresse plutôt les jeunes, les adolescents de banlieue, à Trappes par exemple? Est-ce que c'est aussi une culture américaine très violente, très consumériste, très utilitariste, ou ça vous a pas frappé particulièrement? Je ne sais pas, vraiment c'est difficile de vous répondre. Sur les tenues, il y a eu des époques où les tenues sportives étaient souvent portées par les garçons. Oui, les élèves regardent des séries américaines, effectivement. Au portable, oui, bien scrolling. sûr. Bien sûr. Après, je n'en sais pas plus. Moi, j'ai toujours gardé une certaine distance avec mes élèves. Donc,
Je ne peux pas vous répondre avec précision là-dessus. Alors, est-ce que la musique fait vraiment débat parmi certains élèves, musulmans en particulier, puisque dans la doctrine la plus fondamentaliste de l'islam, la musique n'est pas autorisée. Vous racontez un échange dans votre livre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est régulièrement arrivé en 20 ans Alors, moi, j'ai des remontées en classe de maternelle, à Trappes, mais pas seulement à Trappes, dans beaucoup d'autres villes maintenant. Les enfants refusent de chanter. Il y a un rapport, de toute façon, des services de renseignement concernant Trappes, puisque moi, je ne l'ai pas observé, mais ça m'a été rapporté par une assistante sociale, mais c'est confirmé par les services de l'État. Et donc, c'est ça aussi le problème, c'est comment la République peut-elle laisser les enfants être instrumentalisés par des idéologues pareils. C'est terrifiant, mais là, on est dans le domaine de la protection de l'enfance. Et je crois que là aussi, il y a un abandon et une démission qui ne sont pas... Enfin, c'est insupportable. J'ai d'ailleurs proposé, en tant que membre du Parti républicain solidariste, j'ai proposé une mesure concernant les atteintes à la laïcité qui me semble aller de soi, de bon sens. Un élève qui enfreint la règle, d'abord, il doit être sanctionné de manière conséquente. Ensuite, s'il y a récidive, il doit être, je pense, changé d'établissement. Et si on a affaire à un troisième cas, à ce moment-là, il faut que la question de l'autorité parentale soit posée devant un juge. Il faut que les parents soient informés qu'ils ont un devoir d'éducation, qu'on ne peut pas instrumentaliser un enfant, et donc que la question de l'autorité parentale soit posée. Je pense que si on faisait ça, en quelques mois, alors certainement on aurait des provocations dans un premier temps, mais avec beaucoup de fermeté, en quelques mois, la question des atteintes à la laïcité dans les lycées serait réglée. Voilà. Et quand je parle de volonté d'action, c'est ça. Il y a des mesures à prendre pour changer. D'abord, il faut prendre acte du réel, et ensuite, on peut agir sur le réel. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les politiques ne donnent pas d'outils, ils font de l'idéologie. M. Blanquer propose que les enseignants soient formés à l'idée de laïcité. D'abord, l'idée de laïcité, moi je regrette, mais chacun d'en débatte. Nous sommes dans un pays libre. Il ne doit pas y avoir de version officielle de la laïcité. D'ailleurs, on voit bien où ça peut conduire, puisque cette version officielle de la laïcité, elle a conduit à accuser Samuel Paty de commettre des erreurs. Donc, ce qui est quand même le comble. Non, la laïcité, elle est dans les actes. Elle est dans le cadre républicain, dans les règles qui s'appliquent et dans l'autorité de l'école pour faire respecter ces règles. Donc, il s'agit ici d'agir et pas du tout d'être dans la bonne conscience, encore une fois, dans l'idéologie, dans les représentations. On n'a pas à convaincre les enseignants de ce qu'est la laïcité. D'abord, les enseignants, ils enseignent des disciplines qui sont laïques, puisqu'il n'y a pas de mathématiques musulmanes ou chrétiennes ou que sais-je encore. Les mathématiques, elles reposent sur l'exercice de la raison, point. Voilà. Donc, il n'y a pas de sociologie musulmane ou de sociologie Mais c'est ce chrétienne. qui est intéressant avec l'histoire de la musique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai appris, c'est tout l'intérêt de votre livre, parce qu'il est truffé de témoignages aussi, que pour les plus salafistes, eh bien, on avait des ours en peluche sans visage, sans yeux ni bouche. Vous pouvez en acheter dans les boutiques à Trappes aujourd'hui, dans les boutiques de livres, enfin les librairies islamiques, puisqu'en fait, il y en a... Alors, il y en a 3. Enfin, il faudrait vérifier. Moi, je ne suis pas journaliste, j'en connais une. Depuis, il y en a 2 nouvelles apparemment qui sont ouvertes. Et il y aurait une librairie non islamique, mais qui en réalité est un lieu un lieu associatif qui est contrôlé par la mairie pour donner de l'emploi à des gens. Donc, ce n'est pas en réalité une vraie librairie. Mais dans ces librairies salafistes, vous trouvez les nounours sans les yeux qui récitent les prières à Allah. Et donc, les enfants sont élevés dans ce oui, monde. Chaque détail du quotidien, en fait, c'est un peu comme le halal qu'on a vu refaire surface, qui n'existait pas, le halal n'était pas du tout. Et vous expliquez, maintenant, mes élèves musulmans sont convaincus que manger halal fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est ça. Ce n'est pas le cas. Oui, la pratique identitaire religieuse, c'est-à-dire tout ce qui peut nous séparer des pratiques de la culture française, au fond, et des mœurs français.
À l'origine de tout ça, est-ce que ce n'est pas aussi un excès dans l'immigration, finalement, le fait d'avoir un nombre d'enfants très important dans les mêmes classes qui ne partagent pas en arrivant la culture du pays d'accueil, qui vont continuer à vivre, en plus avec les moyens technologiques actuels qui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 40 ans, c'est qu'on peut rester connecté aujourd'hui à son pays d'origine très facilement. Est-ce que c'est cette immigration massive surtout? Est-ce que c'est plutôt l'aspect religieux, vraiment le facteur musulman qui a pris le dessus? Est-ce que c'est les deux ensemble? Est-ce que c'est aussi l'abandon de la culture française? Bref, comment vous interprétez cette déliquescence, quoi, où la France, la République n'a plus aucune place dans les écoles et Je ne collèges suis pas en très France? bien placé pour vous répondre. Moi, je suis professeur de philosophie, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politique, et je peux me tromper dans mon diagnostic. Je n'ai pas des connaissances suffisamment approfondies. J'ai conscience d'abord de mon ignorance. L'immigration, elle peut poser des problèmes ou ne pas poser de problèmes. Quelle immigration? Venant de quel pays? Avec quel dispositif? Est-ce que l'État fait suffisamment, par exemple, pour former à la langue française? Quand on compare, on peut comparer ce que fait l'État français et l'État allemand, par exemple. Oui, il y a toutes ces questions, à mon sens, devraient être débattues. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans mon livre, à la fin de l'ouvrage, je m'interroge Tout à sur fait. les réponses politiques que nous pourrions apporter. Je dis bien que nous pourrions, mais qui doivent être C'est débattues. une lettre aux Français, hein, Voilà, qui clôt votre c'est ça. ouvrage. Ça clôt mon récit et mon témoignage. Il me semble urgent aujourd'hui de mettre ces questions-là sur la table, de construire un conseil de salut national parce que notre pays est en danger, parce que la menace maintenant, elle ne fait que se concentrer et se diffuser partout sur notre territoire, et qu'à très court terme, je pense que c'est une affaire maintenant de... Je ne suis pas devin, évidemment, il peut se passer des tas de choses, mais que l'embrasement de ces quartiers est possible. Aujourd'hui, il y a un frein, ils savent qu'ils ne sont pas encore assez forts pour déstabiliser notre pays, mais on pourrait aller voir dans les années qui viennent des situations proches ou de guerre civile. Je ne suis pas le seul, évidemment, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est une prévision qu'on peut raisonnablement faire. Et c'est pourquoi je crois qu'il va falloir débattre de tous les aspects de notre politique. Et vous citez effectivement d'ailleurs les 300 000 entrées légales par an. Absolument. Il faut que mathématiquement, sans même parler de l'origine des personnes concernées, dans un pays où l'éducation nationale peine, il y a tout simplement un problème de masse. Il y a un problème de masse, il y a un problème d'origine aussi, il y a un problème d'intégration. Enfin bon, tous ces problèmes-là doivent être mis sur la table. Il y a la politique de l'immigration, il y a la politique du logement, il y a la politique sociale aussi qu'il faut revoir. Comment est-ce qu'on peut accepter de faire en sorte que notre pays devienne finalement un pays où on vient simplement pour bénéficier d'aide sociale? Enfin, c'est quand même le monde à l'envers, là. Donc, il y a tout ça à remettre sur la table. Je pense que fondamentalement, on doit refonder l'école pour qu'elle redevienne ce qu'elle a été, le ciment de la nation. Donc, l'école, c'est le premier pilier de la République. Ensuite, il y a la question de la police aussi qu'il faut revoir, qui n'est plus respectée sur notre territoire. Donc ça, je pense qu'il y a une urgence à revoir la politique de notre police. Et le troisième point, c'est la justice. Et là, il y a un problème à la fois parce que la justice n'a pas les moyens de juger aujourd'hui. Les juges n'ont pas non plus forcément une idéologie qui leur permet, ou des représentations qui leur permet de prendre acte de la nature de la menace. Et je crois aussi que notre droit n'est pas adapté. C'est-à-dire que nous avons un droit qui est fait pour un état de paix civile et qui est fait pour garantir le maximum de liberté dans ce cadre-là. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un état intermédiaire qui n'est pas un état de guerre, bien entendu. Donc, on va pas faire jouer encore l'article 15 de la Constitution. Mais on est dans une situation intermédiaire et il me semble qu'il faudrait aussi revoir notre manière de juger ou de nous protéger de ces criminels, de cette offensive, qui est une offensive politique et militaire. Je pensais justement à tous ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues dans votre défense de Samuel Paty, enfin surtout d'explications pour éviter que ça ne se reproduise. Je pensais à Pascal Blanchard, l'historien, le dit historien Pascal Blanchard,
qui est très engagé sur ces sujets. Est-ce que vous pensez que c'est du pur opportunisme? C'est aussi une affaire commerciale pour lui. Ou est-ce que vraiment c'est sincère? Il croit à cette idéologie? Écoutez, moi je ne fais pas de procès d'intention, ça ne m'intéresse pas. Pascal Blanchard, je lui avais proposé en 2018 de venir à Trappes débattre avec Hugo Micheron. Hugo Micheron était prêt à venir à Trappes pour présenter le livre de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin, La communauté, qui est un livre qui fait un état des lieux, mais aussi une histoire de Trappes, comment cette ville ouvrière est devenue une ville islamisée. Et c'est un livre donc très courageux, parce que, bon, même s'il y a eu d'autres livres avant, enfin, c'est quand même un livre centré sur cette ville très, très étonnante, aussi, qui a une grande richesse, la ville de Trappes. Et je voulais organiser un débat, justement. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat au-delà des procès d'intention et des invectives sur ces questions-là. Je pense que le débat, c'est la forme la plus noble et aussi celle qui fait émerger la vérité. Une vérité sans débat, je crois que ce n'est pas possible. C'est Karl Popper qui nous a appris ça en sciences. Il ne suffit pas simplement d'avoir des expériences, il faut aussi les soumettre à la critique, la possibilité de la critique. Donc moi, j'aurais été ravi qu'il y ait un débat entre Hugo Micheron et Pascal Blanchard au sujet de la poussée de l'islamisme en France. Ouais. Ça vous a irrité lorsque Jean-Michel Blanquer s'est attribué un satisfecit pour la manière dont finalement la mort de Samuel Paty n'avait pas pu être évitée, que l'administration avait tout fait pour. Et c'est comment le prendre en fait? Est-ce que tout ça va toujours continuer de la même façon? Est-ce qu'il n'y aura pas de changement? Est-ce que systématiquement les administrations diront on a fait tout ce qu'on a pu, on rend hommage et puis on continue comme avant? Je l'ai dit dans mon livre, je pense que déjà symboliquement, en tant que ministre, il aurait dû présenter sa démission au président de la République, quitte à être reconduit dans ses fonctions, mais au moins il aurait fait corps avec le corps enseignant, ce qu'il n'a pas fait. Donc je l'ai vraiment regretté. Après, M. Blanquer a des déclarations de principe concernant la laïcité, mais dans le fond... quels actes et quels changements depuis? Moi, je ne les constate pas. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la réponse qui est donnée par l'institution, c'est de former les professeurs à la laïcité. Et là, je crois qu'on est en train de déplacer le problème, c'est-à-dire de déplacer le problème de l'application des règles de laïcité à des croyances et à une idéologie, et finalement de faire porter la responsabilité aux enseignants eux-mêmes. Alors qu'il ne s'agit pas, en fait, ce n'est pas aux enseignants de porter cette responsabilité-là, c'est à l'administration. Donc je ne comprends pas du tout cette idée qu'aujourd'hui, on va former les enseignants à la laïcité. Je crois que c'est une erreur profonde et que c'est un déplacement du problème et qu'on nourrit là l'irresponsabilité. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que le référent laïcité qui vient en observation au collège du Bois d'Aulne, où Samuel Paty a été assassiné, vient faire la leçon au professeur, alors que c'est lui qui n'a pas compris ce qu'est la laïcité. Il n'a pas compris que Samuel Paty n'a pas montré des caricatures, il a analysé un document. Et par prévenance, comme il aurait pu le faire devant des images de la Shoah, il a dit aux élèves que ce document pouvait les choquer, et donc, non pas aux musulmans, à tous les élèves de la classe, qu'ils pouvaient éventuellement fermer les yeux ou, s'ils le souhaitaient, même sortir. Moi, j'aurais aimé, à l'âge de 14 ans, quand on m'a montré le film d'Alain Resnais sur la Shoah, j'aurais aimé qu'un professeur me dise, avant que ces images allaient me choquer, et que si je le souhaitais, je pouvais sortir. Voilà. Donc là, on a un référent laïcité qui vient accuser le professeur de maladresse. Et ce référent laïcité est nommé par qui ? Par le Conseil des sages, tu es déjà Conseil des sages, enfin quand même, il faut oser, par le Conseil des sages à la laïcité. C'est-à-dire, en gros, on a mis des universitaires, des enseignants, des militants laïcs, on les occupe avec une petite fonction, je m'excuse, mais on n'est pas loin de leur donner là un petit hochet. Pour faire quoi ?
pour donner la leçon aux enseignants pour le fait qu'ils maîtrisent mal la laïcité, alors que c'est l'école qui n'assume pas sa fonction. Dans le lycée Trappes, c'est la même chose. J'ai une enseignante, une collègue de lettres, qui a fait une sortie scolaire. Les jeunes filles ont refusé de sortir sans leur voile. Elle n'a pas pu faire cette sortie. C'est moi qui ai récupéré la sortie. C'était au mois de novembre de l'année dernière. On a un référent laïcité, je ne sais pas si c'est le même que celui qui s'est déplacé au Collège du Bois d'Aulne, qui est venu également faire la leçon à cette enseignante chevronnée, en lui reprochant de ne pas maîtriser, là encore, le concept de laïcité. C'est-à-dire, on vient faire de l'idéologie, on est vraiment dans l'idéologie, alors qu'il s'agit d'action, de répondre à des questions dans le réel, pas dans les intentions, dans le discours. Non, on est dans le réel. Voilà. Et c'est toujours... Il y a différentes façons de ne pas voir le réel. Voilà. Quand on est dans l'idéologie, et je crois aujourd'hui on est dans l'idéologie, on nourrit des débats qui sont absolument délirants, enfin, qui n'ont plus délirants au sens où ils n'ont plus de rapport avec le réel. On va terminer sur des choses un peu plus légères, avec trois petites questions. La première, tout simplement, est-ce que vous aimez toujours autant la poésie et Verlaine, puisque vous expliquez dans le livre, c'était vos débuts un petit peu dans les lettres. Oui, j'aime. Est-ce que vous avez le temps, est-ce que vous avez le cœur assez léger pour en lire? Toujours. Il y a toujours une place dans mon cœur pour la poésie. C'est l'essentiel de ma vie, oui. L'autre question, est-ce que vous avez un moment de votre carrière qui vous a particulièrement ému et que vous accepteriez de partager ici? Un souvenir émouvant où vous vous dites peut-être justement au moment où vous ne pouvez plus enseigner, voilà, ça avait du sens. À Trappes, oui, il s'est passé un jour... il y a énormément je n'ai que l'embarras du choix, mais... J'étais des élèves, c'était 5 ou 6, qui sont revenus 3 ans plus tard, alors que je corrigeais une dissertation Peut-on se connaître soi-même, et qui sont venus avec des masques, en dansant dans la classe, faire une intervention pour amener les élèves à réfléchir, mais de façon artistique, à cette question. Et je trouvais que c'était un très très beau geste de leur part. C'était des élèves que j'avais eus pendant 2 ans, une classe de théâtre, et avec qui d'ailleurs j'ai toujours des liens. Et puis toute dernière question, Didier Lemaire, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir pour la France demain, pour ces générations d'élèves que vous avez formés? Justement, alors il y a l'art d'une part, je pense que l'art est essentiel, et je vais certainement me tourner vers l'art aujourd'hui pour faire rentrer l'art un peu plus dans les lycées, parce que je crois que c'est aussi un moyen de les éloigner de ces idéologies identitaires. Et puis il y a le combat politique qui pour moi, ne fait que commencer. J'ajoute une toute petite question justement sur l'art. J'ai toujours été fasciné parce que la sensibilité esthétique n'a pas grand-chose à voir, je trouve, avec les milieux sociaux d'origine, mais on a l'impression que certains l'ont, certains ne l'ont pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé aussi, ou est-ce que vous avez une réponse à ça? Comment est répartie, entre guillemets, la sensibilité au beau, à l'art, le fait d'être touché par... Moi, je crois que l'expérience artistique, c'est à chacun de la découvrir. Moi, j'ai emmené des classes, évidemment, dans des musées pour leur montrer des tableaux, des concerts. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais au théâtre, beaucoup, au cinéma également, en tant que professeur de cinéma aussi, pour leur faire cette expérience artistique. C'est une expérience tellement singulière qu'il n'y a pas de règle, mais disons que une fois qu'on l'a faite, enfin, je crois que ça dépasse le milieu social, vraiment. Camus lui-même venait d'un milieu social extrêmement modeste, donc cette expérience, chaque être humain peut la faire, comme d'ailleurs l'expérience aussi religieuse, le sentiment religieux, il peut naître, c'est un sentiment universel. Donc oui, je crois vraiment à cette universalité du sentiment esthétique. C'est juste une question d'occasion et d'éveil. Écoutez, je vous souhaite de vous épanouir dans ces nouveaux projets vers l'art et vers le combat politique. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci pour votre livre.
que je recommande chaudement, qui est passionnant et qui est un panorama de 20 ans à la fois de description de l'évolution de l'école, mais aussi de des témoignages poignants et de propositions, voilà, de ce qui devrait être fait dans les années à venir si les politiques retrouvaient un peu de courage et de volonté. Merci donc, puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui vont, je l'espère, et je leur demande de partager cette vidéo, bien sûr la liker, et puis s'abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est très important pour nous. Et enfin, merci à Terre de France, donc, qui a permis à ce que cette vidéo, vous allez le voir, est une qualité encore supérieure à celle qu'on vous proposait. Eh bien, c'est ce partenariat avec cette entreprise d'artisanat qui propose des objets de maroquinerie fabriqués en France. Eh bien, c'est ce partenariat qui nous a permis de faire cette vidéo et de vous la proposer. Merci à tous et très bon dimanche. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.